On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la maison Ina et de toute cette violence conjugale que le Québec vit en ce moment. Mais d'abord, sur un chapitre un peu plus joyeux, parlons des Montgolfières et on reçoit le nouveau ou ancien président de la corporation. Parlons donc de Montgolfières et de politique municipale au travers de ça avec le conseiller du district numéro 4, Saint-Eugène, mais à nouveau président de l'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Jean Fontaine, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Vous n'étiez pas déjà président? Oui, c'est arrivé. Mais vous ne l'étiez plus? Oui, c'est arrivé aussi. Et là, vous êtes revenu président. Oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as toujours les bonnes questions, Éric. C'est ça, tout le monde le sait, dans le fond. Je pense que tout le monde dans la vie mange son pain noir. Puis moi, ce que j'ai trouvé difficile là-dedans, je le répète encore, c'est que moi, je l'ai mangé, puis je l'ai remangé publiquement. Je l'ai remangé en double. Donc, là, c'est de l'histoire ancienne. Puis moi, j'ai tourné la page, puis je suis rendu ailleurs. Mais ce désir de revenir à la présidence, ça avait clairement été dit, parce qu'on s'en était parlé tous les deux ici en entrevue. Puis on disait, moi, rapidement, là, une fois que mes affaires sont clairées, là, je veux revenir. Là. C'est ça. C'est ça. Puis ça a pris quelques années. J'ai laissé Mélanie. Mélanie a fait un excellent rôle. Elle était... Mais tu sais, je faisais partie du comité. À vrai dire, là, ça fait depuis 2013 que je siège là. Fait que toutes les décisions, avant, puis pendant, puis après, je les ai vécues. Là. Bon. Là, en même temps, les Montgolfières ont subi les contre-coups de la COVID, où à l'été 2020, on a fait une formule X. À l'été 2021, on a fait une formule Y. On n'a pas reproduit encore un vrai festival comme on les connaissait d'avant la pandémie. Là, on débarque là. Quel est le topo de la situation? Est-ce que les finances sont bonnes? Est-ce que l'organisation est stable? Là, vous arrivez à la présidence. La corpo ressemble à quoi en ce moment? Oui, c'est... J'arrive à la présidence, mais au fond, comme je vous dis, c'est juste un titre parce que c'est l'équipe qui est derrière ça. Ce que Mélanie a réussi à monter, c'est un conseil d'administration extraordinaire. Des gens là, qui savent aligner des chiffres dans des colonnes. Là. Tu sais, je parle de Paul Bellefleur, je parle de Martin Massé, je parle de Daniel Tremblay. Donc, on a dû procéder à des renégociations de contrats. On a dû revoir notre poutine à l'interne. On n'avait pas le choix, il a fallu qu'on fasse des coupures aussi pour qu'on arrive à un bilan financier qui est, ma foi, pour la première fois depuis que je siège là, exceptionnel dans le sens où, imaginez, là, puis ça, il faut le dire aux gens, il faut le répéter, là. Quand la Ville donnait son chèque à l'automne de 700 000 environ, c'était pour payer les factures de l'ancien festival. Oui. Ça, c'est un drame, ça, dans une organisation. Là, avec les coupures qu'on a faites, puis les renégociations d'entente qu'on a faites, là, on arrive avec un solde excédentaire. Pour la première fois, on aborde un festival avec des sous dans notre compte. C'est merveilleux. Donc, il n'y a pas de dette courante? Zéro. Aucune dette? Non. OK. Et même des surplus. Et même un peu de surplus? Oui. À la limite, c'est une question un peu bizarre, est-ce que le fait de mettre le festival un peu sur pause pendant 2 ans puis de faire d'autres choses, est-ce que ça l'a permis d'assainir les finances de l'organisation? Absolument. Un mal pour un bien, autrement. Oui, c'est ça. On courait tout le temps après notre queue, puis là, finalement, cette pause-là était très, très, très salutaire. Oui, les subventions gouvernementales ont rentré aussi, fait que ça l'a aidé, puis tout ça. Mais je le dis, puis je le répète, puis je lève mon chapeau encore une fois au CA, puis à Éric Boivin. Il fallait faire ce redressement-là qu'on a fait avec certains partenaires. Ça n'a pas toujours été drôle et facile à faire, mais on l'a fait, puis aujourd'hui, on en bénéficie. Mais l'arrivée d'Éric Boivin à la direction générale, c'était un peu ça. Il avait un peu cette espèce d'étiquette où potentiellement, dans ses qualifications, on pouvait y aller d'un redressement financier, parce que c'était ça dont la corporation avait besoin. Là. Absolument. Quand je disais des personnes qui savent aligner des chiffres dans des colonnes, ils venaient de Desjardins, ils savaient de quoi ils parlaient. Là. Bon. Aussi, vous l'avez fait mention, mais sous la présidence de Mélanie Dufresne, la couleur du conseil d'administration a changé. C'est-à-dire que la corporation s'est adjoint, donc des gens d'affaires, des gens qui savent compter, comme on dit. Ça aussi, c'est nouveau là, dans l'approche, parce que pendant longtemps, le CA du festival, en gros, c'était des élus puis des fonctionnaires. C'est ça. C'était pas très ouvert aux autres. Là, ça l'est maintenant. C'est ça. Puis ce rebrassage de cartes-là a fait en sorte qu'on a pu prendre des décisions difficiles. Des fois, les fonctionnaires étaient un peu pris entre l'arbre puis l'écorce. Donc, on les a sortis, puis c'est bien correct. Puis aussi, d'ailleurs, je pense que vers la fin, ils se disaient c'était le temps qu'on sorte. Alors, quand il est venu le temps de les remplacer, on a dit pourquoi pas des gens d'affaires, puis avec les résultats qu'on connaît. Bon. Là, de ce que j'ai entendu entre les branches, il y a plusieurs semaines, des gens près de l'organisation qui me disent, là, on s'est questionné à savoir qu'est-ce qu'on fait pour le mois d'août 2022? 2 écoles de pensée.
on attend, on va voir ce qui va se passer, la COVID, les mesures, puis d'autres qui se disent, bien là, ça s'organise des mois d'avance, tu ne peux pas te revirer sur un 10 sous. L'autre école de pensée, c'est de dire, on fonce. On dit là, on fait comme s'il y avait un festival, on prépare notre programmation, peu importe ce qui arrive, on fonce, puis à la limite, on backera, comme on dit, mais expliquez-nous un peu là, le schéma dans lequel on est cet automne en prévision de la prochaine édition. C'est le CHEM 2, le dernier que vous avez parlé. On va foncer. Là, avec les passeports vaccinaux, tout ça, oui, il y a des variants, puis tout ça, mais il va toujours en avoir. Je pense qu'il va toujours falloir apprendre à vivre avec ce satané virus. Donc là, il faut qu'on fonce, il faut qu'on regarde, il faut booker des artistes. Les artistes, ça se book d'avance. Là, c'est ça, il faut donner les dépôts. Puis ce que j'aime de la prochaine administration, c'est qu'on ne coupera pas dans les artistes puis dans les cachets. Parce que c'est ce qu'on a fait après 2011. Il faut se souvenir, quand je dis que j'étais là avant puis je connais l'historique des décisions, c'est qu'en 2011, après le fameux LFMEO, on a dit « Oh, ça a trop bassé dans la ville ». Fait que là, on a dit « Non, on va redescendre les cachets ». Et puis là, on a descendu les cachets, moins de ventes, moins de billets, moins de passeports, puis là, rajouter du mauvais temps là-dedans, puis de la malchance, puis ça a donné ce que ça a donné. Fait que là, c'est pas vrai qu'on va repartir dans cette spirale-là. On part dans l'autre spirale. OK, donc on maintient l'enveloppe programmation des cachets. Et là, je sais qu'en ce moment, on est sur le point de signer des artistes qu'on va peut-être même annoncer, peut-être même avant les fêtes, là, ce que j'ai entendu dire. Mais moi, la personne que j'ai croisée il y a quelques semaines m'a dit, là, Éric, là, Festival 2022, all in. On y va, là. Oui. Là, ça fait... De toute façon, c'est un festival en plein air. Il y a le passeport vaccinal. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Puis, il y a d'autres événements qui se sont quand même tentés cet automne. Même les montgolfières à Gatineau, là. Bon, peut-être pas donné le succès escompté, mais bref, il y a beaucoup d'organisations qui s'en vont dans cette direction-là. Oui, puis on peut aussi, bien, cette pause-là était salutaire parce qu'on a regardé qu'est-ce qu'on veut faire sur le site. Est-ce qu'on peut couper dans nos coûts de montage, par exemple? Puis c'est ce qu'on va faire aussi. Je ne peux pas tout annoncer, là, mais on va tendre vers ça, de un, puis de deux. Ce qui, moi, dans ce qu'on veut faire, on veut rechanger la scène de place. Oui. Donc, on veut retourner la scène, faire une ambiance plus intimiste dans le festival, parce qu'il faut que se l'avouer, c'était quand même assez large. On montait sur la scène, puis on voyait, puis si c'était pas plein certains soirs, des fois, ça faisait vide. De sorte que si on retourne la scène de place, on rend le spectacle plus intimiste. On veut rajouter des loges où des gens vont payer, avec quand même, comme je vous disais, avec la programmation, on ne coupera pas là-dedans. Fait que ça, on a des gros noms qui viennent, bien, on va être capable, genre des gens de cinquantaine de plaît qui me disent, moi, je ne vais plus au festival, moi, c'est pas vrai que je vais rester debout toute la soirée devant une scène. Donc, il y a toutes des loges corporatives qu'on va pouvoir mettre de l'avant. On a plein d'idées, M. Latour, je vous le dis. Bon, là, on est en train de booker les artistes. Oui. Il y a aussi la recherche de commandites. Ça, c'est un terrain qui n'est pas facile depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de joueurs qui regardent à peu près les mêmes gros joueurs pour aller chercher de la commandite. Il faut quand même le dire, il y a eu la COVID, mais même avant la COVID, l'ambiance politique à Saint-Jean-sur-Richelieu a nui au renouvellement de contrats de commandite. Ça, c'est un fait, ça. Là, évidemment, l'ambiance est plus calme. Est-ce que vous pensez qu'on va être capable d'aller signer des ententes de 3, 4, 5 ans avec des gros joueurs? Je ne sais pas si ça se signe. C'est pas mon métier. Je ne suis pas assez expert là-dedans, mais il y a une chose qui est sûre. Pour ceux et celles qui ont siégé avec moi à la Corpo au courant des dernières années, ça, c'est mon dada. C'est mon... Je ne lâcherai jamais les commandites parce que c'est par là que ça s'explique. La rentabilité du festival, 2 choses. Des billets qu'on vend, des passeports puis des commandites. C'est clair. Puis les subventions vont suivre, puis le chèque de la ville va suivre. Fait que ça, rendu là, un coup que tu as tout mis ça ensemble, bien là, on est capable d'avancer. Puis juste pour finir avec ça, moi, ce que j'ai fait remarquer à Éric quand j'ai été le rencontrer la semaine passée, je suis resté surpris, pour ne pas dire abasourdi, de l'appellation de la nouvelle aréna à Gatineau pour les Olympiques de Gatineau. L'aréna s'appelle l'aréna Slush Poppy. Oui. Bien, je me dis, si Slush Poppy a investi des centaines de milliers de dollars dans une aréna, pourquoi pas venir s'installer à Saint-Jean pour longtemps? Là, je dis Slush Poppy, mais ça peut être n'importe quel autre commanditaire. Fait que moi, je pense qu'il y a encore des joueurs qui sont là. Il s'agit d'aller les chercher. La Ville met combien d'argent dans son festival? Parce que là, il y a deux affaires. Là. Ils disent, oui, la Ville subventionne le festival, c'est normal. De l'autre côté, parfois, il y a des déficits, mais là, les gens interprètent déficit étant négatif, alors que, dans le fond, on l'appellerait subvention, puis ça reviendrait à la même affaire. Bref, la Ville, elle met combien dans son festival ou jusqu'à combien qu'elle peut mettre dans son festival pour que ce soit un investissement
marketing au même titre que la Ville se paierait une campagne de publicité à la télévision. Là. Non, bien, tu sais, pour le 700 000, on l'a dit combien de fois, là, pour le 700 000 que la Ville met par année, les retombées sont hallucinantes. Bon, elle se chiffre à combien? Moi-même, je ne sais pas. Mais ça, bien plus que pour 700 000. On a un festival international qui fait parler Saint-Jean aux quatre coins du Canada puis de l'Est de l'Amérique du Nord aux États-Unis. Donc, c'est sûr et certain que moi, je pense que ce 700 000-là est très bien investi. Par contre, dans les contrats qui nous liaient avec certains organismes, il y avait beaucoup de gratuité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que quand je vous dis qu'on a pris 2 ans pour s'asseoir, puis regardez, bon, là, est-ce qu'on donne notre produit là, ou on veut le vendre? Bien là, on a pris la décision qu'on voulait vendre notre produit. Fait qu'il va y avoir des changements, puis ça aussi, on va les annoncer en temps et lieu. Bon. Autre question qui est plus dans la vision, puis c'est une question vraiment de nature très politique, parce que même pendant la campagne électorale, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on l'entendait entre les branches, parce qu'on a vu là récemment, le Festival de Montgolfière s'est impliqué avec les loisirs, avec la Société de développement, pour aider au Parc Ronald-Beauregard. Bon, le festival a développé la SAQ. La SAQ, mais le festival a développé une expertise en événementiel qui ne se limite pas à 9 jours par année. Est-ce que la Ville devrait un jour avoir non pas une corporation du Festival de Montgolfière, mais une corporation plus élargie qui pourrait englober tout ce qui est événementiel sur le territoire? Est-ce que c'est ça la vision d'avenir? Exactement. C'est exactement ça. On s'en va vers ça. Vous voyez, dans tout l'ancien conseil, il n'y aura pas juste eu du méchant, il y aura eu ce bon-là. On a réalisé que faire un festival 9 jours entouré de 4 clôtures, qu'à un moment donné, la corporation était capable de faire beaucoup plus. Bien, ils ont une permanence, ils ont des employés. Une permanence des employés, une expertise aussi. Oui. Et puis, c'est pas le même coût. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Ville, quand on engage des gens à la Ville, bien, c'est le fonds de pension, c'est le salaire, c'est tout ça. Et ça coûte. On a des avantages, bénéfices marginaux 100 fois plus intéressants à la Ville qu'à la corporation, c'est plate à dire. Mais donc, la corporation pourrait, puis pas juste ça, la corporation pourrait vendre des commandites, pas juste pendant 9 jours dans le festival avec 4 clôtures. On pourrait vendre des commandites dans plein d'événements qu'on organiserait aussi. Fait que c'est là qu'on s'en va, M. Latour. Ça va s'appeler quoi? Destination Saint-Jean, c'est ça? Genre, c'est pas? Dans ce coin-là. On n'est pas prêt à le dire, mais quand on va être prêt, on va le dire. Mais ça s'en vient. Autrement dit, la corporation va être appelée, disons, à avoir un mandat élargi. Ça, c'est sûr. Avec son expertise puis ses coûts moindres d'organisation. Puis ça va être le fun. On va avoir du bel événementiel à la grandeur de la Ville pour un coût super raisonnable. Et pas juste 9 jours par année. Plein de jours par année. Jean Fontaine, merci beaucoup. Bien, merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la maison INA et aussi de tout ce phénomène des féminicides et de l'arrivée des bracelets électroniques. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, après Chanel numéro 5, et voici conseiller numéro 5. Sébastien Godette, conseiller municipal du District 5, qui nous parle d'Ec-Hockey et H-Urbaine. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Le Québec vit bien tristement une vague de féminicides depuis les derniers mois.
Le gouvernement agit. Certaines mesures qui ont été annoncées, notamment l'imposition d'un bracelet à deux têtes, un bracelet électronique là, qui est utilisé dans 5-6 pays dans le monde, où le Québec devient un peu précurseur là-dedans. Je voulais bien entendre, moi, la réaction de gens qui travaillent au quotidien dans le domaine de la violence conjugale, notamment les gens de la maison INA, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec sa directrice Nathalie Villeneuve. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser de cette vague de féminicides que connaît le Québec depuis la dernière année? Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Bien, ce qu'on doit penser, c'est que c'est tragique. Aujourd'hui, on est le 6 décembre, on souligne la mort terrible de 14 femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes, sans oublier toutes les autres femmes qui ont été blessées, qui sont des victimes pour le restant de leur vie. Je pense que la dernière année a été particulièrement meurtrière, 18 féminicides, c'est énorme. Je pense que ce qu'on doit en penser, c'est que la violence qui est faite aux femmes, elle est loin d'être réglée et qu'il est grand temps qu'on mette en place plusieurs mesures pour protéger les femmes et les enfants, bien évidemment. Pourquoi il y en a plus? Pourquoi on en parle plus? Est-ce que on peut expliquer l'inexplicable par le phénomène de la COVID ou je ne sais pas. Comment on peut l'expliquer qu'il y en ait autant cette année? Moi, j'aurais envie de vous dire que la COVID a le dos large parce qu'on peut se rappeler qu'avant qu'il y ait la COVID, fin de l'année 2019, il y avait eu aussi à ce moment-là comme plusieurs féminicides en quelques semaines. Donc, on ne peut pas expliquer tout par la COVID. Moi, je pense que ce qu'il faut se souvenir, c'est que la violence conjugale, ça s'inscrit dans un processus de domination. Je veux décider pour l'autre, je veux contrôler l'autre. Et malheureusement, ça va jusqu'à contrôler la vie complète de l'autre personne. C'est moi qui va décider. Donc, on est vraiment dans le summum du contrôle qu'un conjoint peut avoir sur sa conjointe. Est-ce qu'on sait si ailleurs qu'au Québec, dans le reste du Canada ou ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a aussi ça, un phénomène d'accroissement, disons, des féminicides ou c'est un phénomène plus localisé chez nous? Écoutez, ce serait difficile pour moi de répondre avec exactitude, mais on entend parler quand même un peu qu'à travers le monde, il y a quand même plus de décès de femmes qu'il y en avait avant. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais oui, on entend ça aussi. Oui, effectivement. Mais le pire, c'est que depuis quand même l'avènement des maisons comme la vôtre un peu partout au Québec, on pouvait peut-être penser naïvement que le sujet de la violence conjugale ferait en sorte que, de par l'éducation, la pédagogie, il y en aurait moins. Or, bon, heureusement, vous êtes là, et tant mieux, mais visiblement, ce n'est pas un problème qui est réglé dans notre société. Là, il y a encore un bout de chemin à faire là-dessus. Et de l'autre côté, bon, le gouvernement qui, évidemment, se sent pressé d'agir. Bon, il y a d'autres considérants aussi avec la violence dans l'Est de Montréal, mais ça, c'est un autre dossier lié aux gangs de rue. Assurément. Mais par rapport à ce phénomène de sécurité publique où les femmes ne se sentent pas en sécurité, on arrive avec l'idée d'un bracelet. On connaissait le principe des bracelets électroniques pour ceux qui, évidemment, sortent de prison puis on veut les contrôler à distance. Là, dans ce cas-ci, la personne qui est suspectée de violence conjugale porte un bracelet à la cheville, mais la personne qui en est victime porte un autre bidule. Et là, il y a des zones de contrôle. Est-ce que vous connaissiez déjà un peu ces outils-là qui étaient utilisés dans peu de pays dans le monde? En fait, c'est vraiment comme un outil dont on parle depuis déjà quelques années, qui pourrait être un moyen supplémentaire pour protéger les femmes. Bien évidemment, je pense qu'il fallait faire un petit bout de réflexion sur ce que ça veut dire, parce que c'est quand même, on est quand même les droits et libertés de la personne, donc il y avait sûrement un travail à faire là-dessus. Nous, on reçoit ça de façon positive, le bracelet électronique, mais il ne faut pas oublier que ce ne sera pas magique. Mais on sait que dans certains pays, comme je crois en Espagne, où on utilise depuis quelque temps le bracelet électronique, bien, ça a fait en sorte que beaucoup moins de conjoints ont brisé leurs conditions de remise en liberté. Bien évidemment,
moins de femmes qui ont été tuées. Mais ça ne protège pas toutes les femmes parce qu'il faut avoir porté plainte. Il faut qu'il y ait un processus avant qu'un conjoint ait ce bracelet électronique-là. Mais la semaine passée, on entendait des femmes dire, bien, moi, si, mettons, j'avais su que mon ex-conjoint avait pu avoir un bracelet électronique, peut-être que j'aurais porté plainte parce que j'aurais eu moins peur, parce que là, j'aurais su que même si je l'ai dénoncé, bien, là, il y aura un processus de mis en place pour que moi, je sois protégée. Parce que beaucoup de femmes ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur de ce qui va suivre. Après, puis on le sait que beaucoup de conjoints brisent leurs conditions de remise en liberté ou leurs conditions de promesse à comparaître. Puis malheureusement, souvent, il n'y a pas grand-chose qui est fait. On ne va pas dire au conjoint, tu n'as pas le droit d'être là. C'est comme... Ouais. Puis moi, il y a quelque chose qui me frappait quand on regardait la récente entrevue de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui disait, à partir du moment où vous avez des enfants, même si monsieur a l'interdiction de s'approcher, il reste qu'il y a toujours un lien qui existe. À partir du moment où on a des enfants avec quelqu'un d'autre, forcément, il y a toujours un lien qui va rester ou des droits de visite partiels ou je ne sais trop. Mais bref, c'est très difficile d'avoir la tête en paix par rapport à ça. Oui, mais on pourrait mettre en place un réseau de services dans le fond, où est-ce qu'on pourrait avoir des visites supervisées, où est-ce qu'on pourrait faire les échanges de garde. Il y en a très peu au Québec. Depuis plusieurs années, on travaille, on essaie de faire en sorte qu'il y ait ce genre de service-là partout au Québec, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ici, à Saint-Jean, la police avait commencé à le faire, au Bougainville. Oui, effectivement, il y a une zone tampon qu'on appelle, puis il y a un organisme ici à Saint-Jean qui commence un peu à l'offrir, mais ça devrait exister partout au Québec. Ça pourrait faire en sorte aussi de protéger les femmes et les enfants. Parlez-moi justement de ce sentiment de peur que vivent les femmes, parce que même si la personne est arrêtée, très souvent elle va être remise en liberté en attente de son procès. Là, on a des gens qui potentiellement sont explosifs. Donc, quand bien même on leur met des conditions de remise en liberté, ça ne veut pas dire qu'ils vont les respecter. Et c'est là qu'il y a un climat de peur qui s'installe, même si on dit « Ah, écoutez, madame, il n'y a pas de problème, monsieur est arrêté, il y a une caution, il doit respecter ses conditions de remise en liberté. » C'est pas un gage de sécurité, ça. Non, c'est pas un gage de sécurité. Puis les conjoints, avant que la femme arrive à porter plainte, le conjoint, depuis très longtemps, il a installé son climat de peur. Si tu me dénonces, si tu portes plainte, ta vie va devenir un enfer, je vais te poursuivre, je vais te tuer, je vais t'enlever les enfants. On est beaucoup dans le contrôle coercitif, beaucoup dans la perte de liberté, le terrorisme. C'est difficile de s'imaginer ce que ça veut dire, la peur pour une femme. C'est que tu es constamment terrorisé. C'est pas juste, il est arrivé un événement et j'ai peur. C'est jour après jour, plusieurs fois par jour, je suis victime de ce conjoint-là. Bon, là, dans le cas qui nous occupe pour les bracelets, c'est ici au Québec pour des peines provinciales, donc des peines de 2 ans moins 1 jour. Dans certains cas, plus lourds, il peut y avoir des peines de plus de 2 ans. On tombe sur le territoire du fédéral. Où, encore une fois, malheureusement, ce n'est pas mis en application. Je comprends qu'il y aura des discussions, mais je comprends qu'on est un peu la première entité juridique en Amérique du Nord à opter pour ça. Beaucoup de choses sont à réfléchir et à mettre en place. Puis il y aura d'ailleurs un comité pour discuter de toutes ces avenues-là, effectivement. Il y aura un projet pilote à Québec au printemps, et par la suite, ça devrait faire des petits. Donc, ce n'est pas en application demain matin. Mais on sait que ça s'en vient. Mais de ce que j'entends, vous me dites, quand ça sera mis en application et effectif et que les juges pourront ordonner, dans le fond, que les gens qui sont même accusés, même pas encore reconnus coupables, de les porter, peut-être qu'il y a des femmes qui vont peut-être dénoncer plus. Peut-être. C'est ce qu'on souhaite. Actuellement, comment se vit la situation à la maison INA? Parce qu'on sait que souvent, ça déborde chez vous. Il y a des listes d'attente. Bref, quel est le topo aujourd'hui, au mois de décembre? Malheureusement, on est au même point qu'on en était quand on s'est vu la dernière fois. C'est que que nos statistiques augmentent, malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Mais on est obligé de dire que le téléphone ne dérougit pas, que la maison est pleine. Mais on continue de dire aux femmes, il faut appeler, il faut demander de l'aide. On est là, on essaie de fournir à la demande, mais notre maison est pleine
depuis plusieurs mois, sans arrêt. Il y a des femmes qui partent, il y a une femme qui arrive dans la journée même ou le lendemain. Donc, on est vraiment dans un roulement. C'est une bonne nouvelle dans le sens où les femmes entendent le message qui leur est lancé, mais malheureusement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de besoins. Mais la durée de séjour chez vous ressemble à quoi? La durée de séjour, c'est sûr que ça dépend de ce que les femmes ont besoin, mais ça peut aller, mettons, entre 4, 5, 6 semaines. En fait, c'est le temps que ça me prend pour réorganiser ma vie, pour avoir des sous, régler certains points. Ça peut être plus long si, mettons, il y a une plainte au criminel, trouver un logement. Vous comprenez qu'en ce moment, trouver des logements, c'est extrêmement difficile pour les femmes, abordables et qui sont bien. Là. Vous avez quoi, une quinzaine de places? Non, on a 14 places. 14? Oui, 14 places, oui, Plus exactement. les enfants? Non, 14 Ça places, inclut? femmes et enfants. Femmes et Oui, enfants. en fait, nous, on a 7 chambres. De petites chambres à très grandes chambres, là, pour une famille plus grande. Oui, alors on a 14 places. Les dernières fois qu'on s'est vus, c'était entre autres pour parler de financement. Oui. Et de demandes auprès du gouvernement. Est-ce que ça a bougé de ce côté-là? Oui, je crois que les dernières fois qu'on s'était vus, on était en attente de financement. Ce financement-là est rentré, est arrivé. C'est sûr que ça a donné un souffle nouveau. Ça nous a permis, nous, d'avoir des externes supplémentaires, d'avoir des travailleuses supplémentaires sur le plancher pour accompagner les femmes dans leur démarche, pour les aider. La COVID a fait ça aussi. C'est un peu plus compliqué pour les femmes de faire des démarches pour plein de raisons, parce que c'est plus compliqué, c'est souvent par Zoom, c'est des heures un peu en dehors de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, de pouvoir avoir des travailleuses supplémentaires pour soutenir les femmes, ça a été un plus, là, effectivement. Mais ultimement, il faut que les femmes dénoncent. Il Oui, faut qu'ils vous ultimement. appellent pour de l'aide, Oui. peu importe le contexte. Peu importe le contexte. Puis on veut rappeler aux femmes qu'on est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nos services sont gratuits. Donc, on invite les femmes à nous appeler puis à demander de l'aide. Nathalie Villeneuve, merci beaucoup. Merci Bonne à chance. vous. Merci. Et restez avec nous, on vous revient après ceci. Petit rappel, dimanche 19 décembre au Collège militaire royal de Saint-Jean, on revient avec cette tradition du brunch, non pas du maire, mais de la mairesse, au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Vous pouvez acheter, bien sûr, vos billets en ligne. Il y a un service à 10 h, puis un service également à midi. Donc, allez faire un tour et soyez généreux. À demain. Bye-bye.